l'approximation à 10-7 de la masse du Bicodon. Hein. Est-ce qu'il l'a fini? Est-ce qu'il l'a fait, le Henri là? Parce que moi, j'ai fait le calcul 3 fois, j'ai vérifié 3 fois. Mais là, est-ce que quelqu'un d'extérieur l'a vérifié? Parce que ça, c'est incroyable, ça. Hein. Vous vous rendez compte des connexions à 10-7? Connexion à 10-7, ça. Salut Henri, alors, bon, est-ce que t'en es où dans ton calcul? Bonjour. Salut Henri. Oui, j'ai fait des vérifications sur les relations 18. Ouais. Non, mais ce qu'on te demande, c'est calculer la masse du Bicodon. Est-ce que la masse d'abord des nucléotides, est-ce que tu l'as fait? René, je t'avais demandé de lui dire la masse des nucléotides, je voulais à 10-7. Je vais demander les relations 18. Non, j'ai demandé la masse du nucléotide, c'est tout. Je ne demande pas les relations à tel ou à tel. Bon, ça communique mal entre vous, j'ai l'impression. Bon, ouais. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai fait les relations 18. C'était la masse des nucléotides que je... La page 13 de l'article. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, il l'a pas fait. Bon, ça fait rien. J'ai vérifié 3 fois. Je garantis que c'est le Bicodon. C'est les DNA du Bicodon. Voilà, le Bicodon, ouais. Est-ce que tu as calculé sa masse moyenne avec la formule du... Les quoi? La masse moyenne du Bicodon, est-ce que tu l'as calculé? Qu'est-ce que tu appelles la classe moyenne? Ben, il y a c'est 6 quarts de la somme de... Parce qu'il y a... Dans un Bicodon, il y a 6 nucléotides et 4 nucléotides. Tu prends la masse des nucléotides, tu multiplies par 6 sur 4. Tu prends la somme des masses. Et puis, tu prends la somme des 4 masses, tu divises par 4 par la valeur moyenne et tu multiplies par 6. C'est marqué dans le texte. Bon, laisse, il ne l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas important. Moi, je l'ai fait 3 fois, je suis sûr de moi. Hein. Les gens vont vérifier, ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, question de... Alors, vas-y, Joël. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, tu as parlé d'Einstein et tu as parlé du photon baladeur. Ah oui, exactement. Mais très grave. Hein. Sur quoi, toi, tu t'appuies pour dire ça? Alors, je vais t'envoyer l'article. Non, je pas. Un article. C'est confirmé par l'étude holographique. Pardon. C'est confirmé. Ce que je viens de Attends, je te viens de te dire. Tu sais qu'il y a un gros problème dans l'interprétation de la physique quantique. C'est au courant. C'est au courant du fameux dualisme en corpuscule, comme ils disent. Bon. Apparemment, je suis le seul physicien. Il paraît que Feynman a dit pareil. Hein. Il a dit la lumière se propage par onde et se réceptionne par paquet. C'est ça le truc important. Qu'est-ce qu'on dit les gens de manière générale? Ah ben il y a les deux, c'est à la fois une onde et une particule. En particulier l'école de Copenhague, là, ils se sont complètement plantés. Hein. Ils n'ont pas vu que le photon n'apparaît qu'à la détection. Et ça fait donc, autrement dit, donc l'article en question, on va te l'envoyer, Joël. On va te l'envoyer. L'article prouve effectivement que c'est ce fonctionnement qui marche et qui explique que la gravitation correspond à des vitesses 10 puissance 38 fois c et que la vitesse tachyonique, la vitesse de base, c'est 10 puissance 60 fois c. Ouais. Attention, là, ça gicle. Mais pourquoi tu opposes la détection avec quel autre Ah ben c'est fondamental. Hein. Sinon, tu ne comprends rien. La détection. Parce qu'ils ne comprennent rien à la physique. Ils ne savent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient qu'il y a des phénomènes. Ils ont vu qu'il y avait des phénomènes qu'on appelle la non-localité, mais ils ne comprennent pas d'où ça vient. Pour eux, à la fois, le photon se balade, alors il passe à la fois par les deux trous pour faire les interférences, donc ils ne s'en sortent pas. Hein. Ah non. Ben non, voilà. Il faut comprendre que tout se déplace, même la matière. La matière se déplace par onde. Pourquoi? Parce qu'elle est désintégrée et réintégrée en permanence, et dans l'intervalle des deux, la matière se transforme en antimatière. Autrement dit, l'antimatière, elle est là. Hein. Et ils ont raté l'antimatière pendant 1 siècle et demi, là. L'antimatière, c'est autour de nous. Et, à mon avis, les extraterrestres qui ont des milliers d'années d'avance sur nous, qui viennent nous voir, ils utilisent
cette technique-là d'antimatière qui apparaît, ils arrivent à la matière, je ne sais pas comment ils font de la dématérialisation transposée, ils arrivent à se déplacer d'un point à un autre, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Sinon, avec le modèle d'Einstein, là, le gros malin, là, Einstein vous a dit, ah ben, vous regardez les étoiles, vous irez jamais avec la vitesse C, là, la tortue de l'univers, là. Vous irez jamais. Ouais, mais attends. Si vous suivez Einstein, eh ben vous dites, il ne peut pas y avoir d'extraterrestres parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer sur des distances énormes. Voilà. Donc, il ne fallait pas suivre. Ce qu'il fallait suivre, c'est Poincaré. Poincaré avait bien, vous donne un exemple aussi. Poincaré avait dit, la cosmologie ne peut pas se baser sur des équations différentielles. Pourquoi? Parce que les équations différentielles impliquent toujours des paramètres libres. Donc, il fallait utiliser des équations holistiques, des équations globales. Qu'est-ce que c'est les équations holistiques? Ah ben, c'est par exemple, je donne un exemple, hein, c'est écrire que le périmètre d'un cercle est égal à la surface d'un disque avec des rayons différents. C'est égaliser des grandeurs topologiques. Simple. C'est comme ça qu'on a déterminé l'axe topologique. L'axe topologique, c'est une réunion de relations holographiques toutes simples. Et cet axe topologique s'est révélé prédictif, puisque le point 16 qui manquait pour la dimension 16, c'était l'ADN. Alors l'ADN se trouve au centre de tout. Donc l'humain, pour ainsi dire, l'humain se retrouve au centre du cosmos. Ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui avaient invoqué un principe anthropique à l'époque, mais ils l'ont mal interprété, ils n'ont fait que des conneries. Non. Mais là, maintenant, ça dit, c'est du sérieux. Je donne un autre exemple que les gens que j'avais cités. Vous savez, la température cosmique du fond de l'univers, c'est 2,73 Kelvin. Et la température des mammifères, c'est en Kelvin, il faut ajouter 273 et 37, ça fait 330. 330 divisé par 2,73, ça donne un paramètre de la physique, enfin de la physique un peu mal connue quand même, mais ça s'appelle le paramètre d'échelle. C'est 8 pi 2 sur log de 2, c'est 113,9. 8 pi 2 sur log de 2, bon, il est dans l'article, c'est pas la peine de le noter. Et donc, vous avez un autre exemple qui lie directement la température des mammifères avec la température cosmique. Et ça, c'est très important parce que René, c'est toi qui m'appelles? Oui, dis donc, Jacques, René est coupé, là. Attends, je signale à Jacques. René est coupé, comment ça? Je ne sais pas. Ah, zut. Coupé, comment ça? Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'elle peut se déconnecter et se reconnecter, peut-être? Attends, tu te déconnectes et tu te reconnectes, hein, parce que ça doit être un bug. Voilà. Ouais, tu te reconnectes, tu vas faire. Voilà. Pour qu'est-ce que je disais? C'était important ce que je disais. Parler de quoi, là? J'ai oublié. Ah, elle m'a coupé, l'autre. La température des mammifères. Oui, voilà. Ah oui, ben voilà. Alors, justement, où est-ce qu'il est le bouquin de Schrödinger? Alors, il y a un scientifique là, qui s'appelait Schrödinger. Il a fait un bouquin, Qu'est-ce que la vie? Je vous l'ai amené, c'est tout, je l'ai mis. Bon, bref. Il a fait un bouquin, Qu'est-ce que la vie? Et il explique, très important, c'est la température. Ah, parce que j'avais demandé aux biologistes, donnez-moi des paramètres importants de la vie, bon, ils n'ont rien dit. Mais Schrödinger avait dit que la température est fondamentale. Or, tenez-vous bien, la température de la gazelle africaine et de l'ours polaire est à peu près la même. C'est autour de 37 degrés. Or, ça, c'est un gâchis terrible d'énergie. Mais malgré tout, c'est donc la température, un paramètre très important. Excusez-moi, bon, bref. Oui, alors donc on pourrait parler de ça. Bon, ben oui, parce que maintenant on a la preuve que là, l'humain, par l'intermédiaire de la musique, puisque je vous dis, la musique montre que les gens qui apprécient la musique, ils font un calcul inconscient utilisant les bases 2, 3 et 5. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est Leibniz qui avait dit. Hein. Il avait remarqué ça, que le sens musical est relié à un calcul du cerveau. Donc le cerveau calcule avec des petits nombres,
comme le cosmos. Disons que nous, on démontre que le cosmos calcule, mais il ajoute la base 7 en plus. La base 7, alors justement, on fait peut-être l'hypothèse, il y a peut-être des musiques inconscientes qui utilisent la base 7. Comme ça, on verra après. Mais ce qui est sûr, c'est que la base 7 est introduite. Hein. Là, on l'a bien démontré dans l'article. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Ah, tiens, on a une nouvelle tête là. C'est Alain. Allô, Alain, oui, qu'est-ce que tu sais faire, Alain? Tu es dans quel domaine? Alain? Oui, alors oui, bon, ben moi, j'ai un bac scientifique, mais enfin ça sert pratiquement à rien maintenant. Il est modeste, j'adore. Mais Comment tu es venu chez nous, Alain? non, mais parce que je connais bien les cafés philo depuis longtemps, alors comme Jacques m'envoie Ah oui, c'est Jacques. les invitations, et puis bon, j'aime bien la science, enfin j'aime bien. Bon. Est-ce que tu aimes bien la musique? Je viens de te poser une question. Ah oui, ça j'aime la musique. Ouais, est-ce que tu savais que ton goût de la musique est relié au sens cosmique? Ah, au sens cosmique, ça, alors là, voilà. Ça, c'est le problème de la conscience, un problème général en philosophie. Moi, je vous dis tout de suite, ce qui est le plus clair, c'est l'inconscience. Quand vous avez des gens qui ne reconnaissent pas qu'un simple calcul d'analyse dimensionnelle très simple, avec 3 constantes, que ça donne le rayon de Hubble, et qui n'approuvent pas, et qui ne sautent pas dans le plafond, ce sont des inconscients. Hein. Ça, je suis affirmatif. Non, mais je pense qu'en musique, comme la musique, c'est très, enfin, entre guillemets, mathématique, quoi. C'est des rapports, c'est plein de rapports logiques, finalement. Enfin, logiques, je C'est pense. basé sur des petits nombres. Mais donc, là, je pense que le cerveau, inconsciemment, effectivement, il calcule, enfin, il identifie les rapports, on va dire, entre guillemets, mathématiques entre les sons. Effectivement, oui, ça c'est sûr. Les maths, c'est assez proche. Il y a des affinités entre les maths et la musique, ça, c'est sûr. Voilà. Et alors ça, le premier qui avait annoncé ça, je crois que tu as raté le début, c'est le fameux Pythagore. Il avait déclaré tout est nombre. Donc c'est pas Galilée, les gens ils disent c'est Galilée qui a introduit la mathématique. Non, c'est Pythagore il y a 25 siècles, simplement il a été ostracisé. Hein, j'ai montré des bouquins qui prouvaient que Pythagore avait été mis sous le boisseau, pour diverses raisons, mais ça on va en discuter avec Dominique. Hein. Apparemment, ce qui s'est passé avec Galilée, dans l'affaire Galilée avec l'Église, eh bien, Galilée apparaissait comme un pythagoricien. Alors l'Église a censuré Galilée et les pythagoriciens aussi, ils ont été éliminés. Et après, alors l'Église a réhabilité Galilée, c'est assez récent, mais elle a oublié de réhabiliter Pythagore. Alors voilà, donc autrement dit, on a jeté le bébé dans l'eau du bain. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Donc il faut bien comprendre que les scientifiques actuels sont pratiquement tous anti-pythagoriciens. Il y en a un, l'autre, comment il s'appelle? Étienne Klein, là. Il donne des leçons philosophiques. Il donne des cours même à l'école centrale. Hein. Étienne Klein, c'est un phénomène. Alors il a déclaré une fois, il reste encore quelques pythagoriciens, on va les supprimer. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte l'état de... Donc, autrement dit, faites votre examen de conscience. Est-ce que vous êtes resté pythagoricien? Parce que quand vous étiez petit, je suis sûr que vous étiez tous pythagoriciens. Parce que vous cherchiez à compter, je sais compter jusqu'à combien, vous avez été fasciné par les noms. Moi, j'étais fasciné par les noms quand j'étais vers 9 ans, 10 ans. Même, je demandais à mes copains, écrivez-moi le nombre le plus grand avec 3 chiffres seulement. Alors, c'est quoi? C'est 9. Qui est puissance 9, puissance 9. Mais c'est le 9 au-dessus qui a la puissance 9. C'est un nombre énorme. Et là, on a démontré, dans l'article en question, que le petit e, puissance 9, petit e, répété, ça donne des nombres qui corrèlent directement avec les constantes fondamentales de la physique, qui restent un mystère inexpliqué avec nos théories actuelles connues. Donc, autrement dit, les gens, ils auraient dû être pythagoriciens depuis longtemps. Hein. Et là, ça explique comment la physique actuelle a dérivé et ils ne s'en sortent pas. Et donc, c'est la catastrophe la plus complète, à la fois en cosmologie, en physique des particules, en déconnexion avec les mathématiques. Alors, les mathématiciens se noient dans des tas de théories où il y a l'infini. Alors, eux carrément, ils introduisent même plusieurs infinis. L'infiniment petit n'existe pas. Eux, ils parlent toujours d'infiniment petit, d'infiniment grand. Vous avez entendu les soi-disant scientifiques. Tout individu qui parle d'infiniment grand, d'infiniment petit, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas scientifique, un vrai scientifique. Voilà.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tiens, qui c'est ce dos là? Tu vois qui c'est, Jacques? Il y a quelqu'un qui arrive avec un dos, Léo. C'est pas un dos. C'est un petit bonhomme. C'est un inconnu. Un petit bonhomme. Ben, je ne sais pas, il n'a pas de webcam, il n'a pas mis son nom, alors je ne sais pas du tout qui c'est. Bon, Ce ne serait pas Nadia par hasard? Nadia, elle a disparu, je ne sais pas où elle est. Bon, bref, alors donc je vais demander à Rigaud, là, oui, Jeff, Rigaud, donc qu'est-ce que tu deviens, toi? Parce que je vous présente Jeff Rigaud, il était présent, voilà, il était présent lors de ma Il y a le chef qui parle, là, s'il te plaît. Fais les taire. Jeff était présent lors de ma démonstration au Collège de France en 2004. Ah ben j'étais à la caméra, hein. Ah oui. Il a même pris la vidéo. Ça fait déjà un moment. Hein. Ça fait Sauf que la cassette, je ne sais pas où elle est placée, la cassette. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on a un témoin vivant. Est-ce que je n'ai pas présenté le principe holographique de manière générale et l'axe topologique en 2004? Tu te rappelles? Bien sûr. Oui. Donc, tous les données de la physique se ramenaient sur un seul axe. On a appelé l'axe topologique parce que c'est basé sur des relations holographique. Tiens, je vais vous en donner une autre que j'ai vue récemment. Vous savez, la pyramide de Khéops, là. Vous vous rappelez, c'est joli, hein? Elle a une certaine hauteur. Elle a une certaine base carrée. Eh bien, si vous calculez le périmètre du cercle dont le rayon est à la hauteur, vous obtenez la même valeur au millième près que le périmètre de la base. Et ça, attention, hein, c'est au millième près. Ça, ils l'ont mal expliqué, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas vu. C'est une relation holographique exprimée par cette pyramide de Khéops. Alors là, il y a un mystère. Parce que comment que ça se fait que les Égyptiens, d'abord, comment ils ont pu construire un engin pareil? Alors, il y en a qui disent que ça a été construit en 20 ans. Voilà, faut mettre un bloc de plusieurs tonnes une fois tous les 3 minutes. C'est pas humain. Hein. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans les explications qu'on nous donne. Les Égyptiens, sûrement, ne pouvaient pas faire ça. Il y en a d'autres avant eux qui ont dû faire ça. Hein. Et je vous dis, on a une relation entre pi et le nombre d'or. Attention, le nombre d'or, il a traversé les siècles. Je vous signale qu'il y a une relation entre pi et le nombre d'or. Hein. C'est 4 sur racine de phi et voisin de pi. Ça, vous pouvez la noter, celle-là. 4 sur racine de phi étant le nombre d'or, c'est voisin de pi. Et ça, cette relation apparaît centrale justement dans les études qu'on fait sur les paramètres libres de la physique. Donc, elle était déjà exprimée dans la pyramide, l'une des merveilles du monde. Je crois que c'est la dernière merveille du monde qui est restée. Les autres sont. Donc, ça, c'était quand même costaud, cette pyramide. Alors, il y a une autre. Alors, du point de vue merveille du monde, ils se sont encore tous trompés. Il y a une autre merveille qui est encore plus belle, c'est la salle Hypostyle à Karnak, dans le sud de l'Égypte. Alors, ceux qui n'y ont pas été, vous avez intérêt à y aller. Hein. Pourquoi? Vous arrivez dans une salle, il y a des colonnes géantes. Alors, qu'est-ce que font les gens? Ils tournent comme des fourmis. S'il y a des colonnes géantes, c'est qu'il faut les compter. Oh! Et il y a combien de colonnes en tout? Il y a 134 colonnes. Tiens, c'est bizarre. Hein. Et pourquoi comment ça se fait que c'est voisin de 137? Est-ce que c'est un hasard? Ben non. Parce que si vous étiez architecte, vous ne pouvez pas représenter le 137 directement, puisque c'est un nombre il faut un axe central dans les monuments. Donc, il faut présenter un nombre pair. Et qu'est-ce que c'est que 134? Ben, c'est 7 sur plus 127, le complément du 3. Et ils ont placé la salle entre le deuxième et le troisième pylône, comme par hasard. Donc, ce n'est pas du hasard. Hein. Pourquoi? Parce que les colonnes sont rangées par rangée de 7. Vous avez déjà vu un monument où les colonnes sont au nombre de 7, vous? C'est toujours un nombre pair, justement. Mais là, de chaque côté, il y a un axe central, mais de chaque côté, les blocs de colonnes sont rangés par rang de 7. Quand j'ai emmené ma famille, hein, vous vous rappelez, là, quand j'ai emmené ma famille là-bas, j'ai dit, vous vérifiez que c'est par rang de 7. Ils l'ont vérifié. Et vous pouvez vérifier ça sur les plans. Donc là, c'est la preuve absolue que les Égyptiens de l'époque, ceux qui ont bâti cette maudite salle, qu'on appelle la salle Hypostyle, connaissaient ce développement du 137, 3 plus 7, il y a 10, plus 7 égale 137. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai, puisqu'au centre de la salle Hypostyle,
il y a 10 grandes, encore plus grandes, 10 grandes colonnes qui font le centre. Hein. Donc le 10 a été vénéré aussi. Voilà. Donc autrement dit, il y a des anciens qui en savaient plus long, je suis désolé de le dire, que nos meilleurs philosophes et scientifiques actuels, hein, Merleau-Ponty et compagnie, hein, qui ont complètement, donc la philosophie a complètement déliré. Hein, depuis Emmanuel Kant qui a supprimé l'idée de cosmos, tout le monde a suivi, hein, alors qu'il fallait, rester dans l'école de Pythagore. Alors, il y en a qui ont suivi le Pythagore, j'ai regardé un peu, c'est des francs-maçons. Les francs-maçons se sont un peu réclamés, c'est eux qui ont construit les cathédrales, ils avaient besoin de précision. Bon. Eux, ils se sont réclamés un peu de la tradition pythagorienne. Mais sinon, ça a été complètement éradiqué. Hein. Donc, voilà dans quel état vous êtes lamentable. Alors, est-ce que donc, on va donner la parole à Joël. Alors, Joël, donc, est-ce que tu as quelque chose à dire avec ton modèle des haillons? Est-ce que ça recoupe un peu? Il a fait un modèle, lui. Ça va être difficile d'en parler comme ça. Oui, d'accord. Non, mais qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui te gêne dans ce petit résumé là que je vous fais sur le... Est-ce que tu as le concept de cosmos dans ton modèle? Ouais, alors sur le concept de cosmos, comment dire, on peut avoir un problème de définition du vocabulaire. Parce que, en fait, tu dis deux choses. Tu dis d'une part, le cosmos est fini. Ouais. Et après, tu dis oui, mais il y a des dimensions qui sont extrêmement grandes. Oui, ben ça peut être fini et grand, ça n'empêche pas. Oh. Faut pas confondre le très grand et l'infini. Hein. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait avec l'autre là, comment il s'appelle? Perso, je suis pas d'accord. Hein. Pour moi, le cosmos, c'est où le synonyme du cosmos, c'est univers hein, pour les physiciens. Le rayon de Hubble. Après, non, il y a derrière le cosmos est beaucoup plus grand que le rayon de Hubble. Attention. Hein. Ah, qu'est-ce que tu appelles le cosmos? Qu'est-ce que tu appelles le cosmos alors? Ben, le cosmos, on le définit à partir de relations holographiques. Il est 10 puissance 60 fois plus. Le rayon est 10 puissance 60 fois plus gros que le rayon de Hubble. Attention. Hein. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je l'ai calculé un truc de 10 puissance 179 mètres. Donc c'est le grand cosmos. Moi, j'appelle ça le grand cosmos. Oui, à l'origine du grand cosmos. Non? Oui, au moins, je l'ai appelé grand cosmos au début, tu as raison. Oui, c'est le grand cosmos. Jean-Sébastien qui m'a copié, tu as copié sur Jean-Sébastien. Ah ouais, c'est toi qui l'as dit en premier. Non, mais moi, après, on met le mot de grand cosmos après ta confusion. Non, je vais te donner le rayon du cosmos. Ça s'appelle le cosmos maintenant. C'est 9,07 c'est 9,07 puissance 86 mètres. Ouais, et là, on a 56 formules qui confirment celle-là. Hein. Attention, hein. C'est un peu, si vous voulez, comme avait fait, il y en avait un qui avait fait ça, c'était Jean Perrin, à l'époque, au début du XXe siècle. Les gens ne voulaient pas croire à l'atome. Il a publié une série de formules hein, qui donnaient le rayon de l'atome, il avait 14 formules, et c'est ça qui a convaincu les gens. Moi, j'en donne 56, à la fois pour le rayon de Hubble et à la fois pour le rayon du cosmos. Vous voyez? Donc maintenant, c'est une certitude hein, absolue, puisqu'on a des recoupements entre des formules différentes et qui sont faites par induction, ce n'est pas en utilisant des programmes d'ordinateur. Hein. Par induction simple, en disant que les paramètres de la physique doivent être des bases de calcul qui, exprimées avec des puissances nominatives, par exemple le 210, 2 par 3 par 5 par 7, on obtient donc des valeurs à la fois du cosmos et de l'univers. Donc voilà, donc là, ton grand cosmos, là, il est un peu grand. D'accord. Donc en fait, tu me posais la question par rapport au modèle des haillons. Donc le modèle des haillons, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu prends l'univers, donc le rayon de Hubble, et l'énergie qu'il contient, et que tu utilises cette énergie pour traverser ce que tu appelles maintenant le cosmos, donc anciennement le grand cosmos, eh ben, tu as dépensé toute l'énergie de l'univers quand tu arrives au bout. Ah oui, d'accord, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir qui est différente. Oui, c'est une façon différente de voir. Mais enfin, bon, le résultat ne s'accorde pas avec le mien. Le mien est sûr parce qu'il est holographique. Bon, ça ne fait rien, on vérifiera ça. Hein. Il y a peut-être une idée derrière. Hein. C'est Jean-Sébastien qui t'avait conseillé ça? Non, Jean-Sébastien, je lui avais montré autre chose.
C'était une formule de mathématisation de la matière. Bon, pas grave. Bon, il faudra que tu lises notre article quand même, hein, Joël. On va te l'envoyer. Hein. J'ai noté ton adresse internet. On va t'envoyer l'article complet, tu vois, qui vient de sortir là. C'est publié dans Advanced in Pure Mathematics. Donc, j'ai encore une question. Ah, vas-y. Pourquoi tu n'aimes pas Darwin? Ah, pauvre Darwin! Non, attends, justement, oui, c'est un point important. J'ai oublié d'en parler. Voilà, je vous explique. Donc, comment je vois la philosophie de manière très grossière, hein, en disant que les anciens humains qui vivaient dans des grottes, ils étaient soumis à des tempêtes, de la pluie, des tas de trucs, il y a même des bêtes et tout ça, et eux, ils disaient, tiens, il doit y avoir des dieux derrière. Ils ont inventé les dieux. C'était quand même assez intelligent d'un côté. Pourquoi? Parce que ils avaient une espèce d'esprit scientifique. Ils disaient tout est fait à une cause. Si par exemple il y a une tempête, c'est qu'il y a quelque chose. On a dû faire une bêtise. Hein, il fait un petit sacrifice d'animal. On a dû faire une connerie. Et donc le début de la philosophie a démarré sur l'invention des dieux. Voilà. C'est-à-dire que les peuplades anciennes rejetaient le hasard. C'est ça, c'est une attitude très scientifique, ça. Alors Darwin est arrivé, là, il a dit, les évolutions, ça se fait au hasard. Vous voyez, c'est pour ça que Darwin, hein, alors il y a aussi un autre exemple de ceux qui soutiennent le hasard. Il y avait Jacques Monod, là, qui n'avait rien compris. Le titre était bon, il a fait le hasard et la nécessité. Simplement, il fallait dire le hasard ou la nécessité. C'est tout le but de la philosophie. Hein. Il y a du hasard ou de la nécessité. Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais là, du coup, Darwin, il paye plein pot pour les autres, il n'a pas mérité ça, excuse-moi. Mais... Non, mais attends, il n'y a pas que lui. Il y a Niels Bohr, attends, c'est encore pire que lui. Niels Bohr, ils ont voulu interpréter la mécanique quantique. Ils se sont pas aperçus que le photon n'apparaissait qu'à la détection. Hein. Ils ont cru qu'il y avait un mélange, comme De Broglie, ils se sont complètement plantés. Et alors, du coup, comme ils ne comprenaient pas les résultats, ils ont dit, c'est le hasard qui intervient pour déterminer. Et donc, ils ont introduit le libre arbitre quantique. Alors, ça a plu à certains, bien sûr, philosophes. Ah non, je t'arrête là. Moi, je t'arrête. Hein. Parce que moi, je suis en vacances, forcées depuis le 1er avril. J'ai acheté la thèse de Broglie de 1924 et je ne trouve pas ça dedans. Hein. Je trouve des équations différentielles d'ordre 2, des calculs de moindre action avec Fermat et Maupertuis. Et en fait, pour dépasser la vitesse de la lumière, il suffit de jouer avec la phase d'une onde. Oui, et il faut surtout pas. Je dis pas que tu sais pas. Non, je m'exprime, tu corriges à ta sauce. Non, on ne parle pas de ça. C'est vrai. Là où tu as raison, c'est De Broglie a toujours contesté l'interprétation probabiliste. C'est vrai. De Broglie n'a jamais admis. Et quand même, Einstein non plus. Tu as raison d'insister là-dessus. Ils ont rejeté le hasard. De Broglie et Einstein avaient raison. Elle l'a confirmé, Einstein. Einstein, il a pris son bouquin, De Broglie l'a envoyé, et il l'a lu, il a dit à M. De Broglie, il a dit, vous avez raison, je confirme vos travaux. Oui, c'est fort quand même. Non, mais ils étaient d'accord entre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des expériences faites récemment avec un certain Alain Aspect. C'est complètement nul ce qu'il a fait. Aspect, il a dit, tiens, il y a eu un débat entre les deux, on va essayer de prouver que c'est Bohr qui avait raison. Et puis après, il a montré certains résultats. Et après, on lui a dit, mais oui, mais vous supposez que la physique est locale. Ah, tu n'as pas vu ça. Ils n'ont pas pensé à la non-localité, évidemment. Ça prouve la non-localité et ça s'explique directement par la propagation ondulatoire. Quand vous avez une émission entre un atome émetteur et récepteur, vous avez une onde qui part de l'émetteur, qui remplit tout l'univers, et après, paf, tout se réunit dans le... Autrement dit, c'est normal ce que tu racontes, docteur. C'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal, parce que personne n'a rien compris. Dis pas que c'est normal. Toi, tu l'as compris, c'est normal. Tu l'as compris parce que là, tu es en train de parler de la phase. Tout est relié dans le cosmos, c'est ça. C'est ça qui t'ont rejeté. Einstein a refusé cette andouille. Ah, bah ça, mais ça, c'est son problème, oui. Non, mais, oui. Non, mais Einstein a refusé le cosmos
et l'autre a introduit le hasard. T'as vu où on est? Et c'est les deux grands pontes de la physique. Tu vois les deux grands piliers, là, des deux grands nigauds, hein, en douille. Bon, ouais. Ça, c'est Tom Sanchez, ça, c'est le chef. Et lui, c'est Joël, là. Oui. Et ici, c'est Dominique. C'est ton épouse? Oui, c'est Et comment tu Ciao t'appelles? Jules. Ciao Jules. Théodule. Mais bon, bref. Est-ce qu'il y a d'autres... pas... Non, mais t'as posé une bonne question. Le hasard, oui, oui. Le hasard darwinien, c'est complètement stupide. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de vie, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les différents points de la planète, ils dessinaient à peu près les mêmes choses. Il y a les mêmes aurochs, les mêmes bestiaux. Comment ils faisaient à des distances pareilles? Il y a des mystères. Attention, dans l'histoire, la préhistoire de l'humanité, je peux vous dire qu'on ne comprend rien. Hein. Voilà, il y a des mystères. Hein. Et je vous dis en particulier ces fameuses pyramides. Et la salle hypostyle qui montrait qu'ils connaissaient son Attends. Les pyramides, il n'y en a pas en Égypte. Il y en a en Chine, les pyramides. Les pyramides, elles ont été recouvertes de terre, il y a des barbelés et l'armée garde, on ne peut pas y aller. Il y a aussi des pyramides qui sont en Russie, même combat. D'accord, mais tu ne vas pas la comparer avec la pyramide de Khéops. C'est un monstre. Et la salle hypostyle, c'est un monstre de... Même Dominique, il a été, quand il a dit, il était atterré quand il est au milieu des grosses colonnes. Tu as été en Égypte, toi, Jeff? Bon, Maloka, j'irai y faire un tour. Tu y retournes. Comme je vais aller en Chine, je vais aller faire un tour en Chine pour essayer de voir la grandeur des trucs. Non, la muraille de Chine, quand même, chapeau. Non, pas la muraille de Chine. Je dis qu'il y a les pyramides aussi. Elle doit s'appeler la pyramide blanche, là-haut. Non, d'accord. C'est grand, hein. On ne peut pas fouiller. Écoute bien ce que je vais te dire. Attends, ce qui s'est passé au début du XXe siècle, lors de la floraison des nouvelles physiques, ils se sont aperçus qu'il y avait un 137. Et ils se sont posé la question, mais d'où ça sort? Ils n'ont pas pensé à faire la somme des inverses pour voir quel nombre apparaissait au numérateur. Et là, 137 apparaît tout de suite. Or, les Égyptiens, dans leurs fractions, il faut calculer toujours des fractions de type 1 sur n. Donc, les Égyptiens connaissaient forcément le 137. Forcément. Alors, les gens se demandent, mais comment que ça se fait qu'on ne trouve pas dans les hiéroglyphes? Parce qu'ils ont mal vu, sûrement. Et autre chose, on a dans la Bible, que le 137 était relié à l'Égypte. Parce qu'il y a un grand bonhomme, je ne me rappelle plus son nom. Là, Ismaël. Ismaël, voilà. Il serait mort à 137 ans. Et sa mère était une servante égyptienne. Comme par hasard. Un autre exemple. Vous savez que dans toute l'histoire, les gens essayaient d'exprimer pi par une fraction. Eh bien, Ptolémée a donné la fraction 377 sur 120. Elle est très bonne. Hein. 377 sur 120. C'est quoi? C'est 2 plus 137 sur 60. 137 sur 60, ça représente... Non, 137 sur 120. Ça représente la demi-somme, justement, des inverses de 1 à 5. Donc, les Égyptiens savaient ça. Là, on a la preuve absolue avec Ptolémée. Hein. Il y a Nadia là, qui a demandé la parole, apparemment. Qui ça? Nadia. Nadia, bah, t'étais où, toi, Nadia, là? Bah écoute, ce soir on avait une réunion en distanciel sur Parcoursup, alors donc j'étais obligé pour mes élèves d'être présente. Voilà, je suis désolé. Ouais, bon, alors j'ai pris un peu la discussion en cours, ça fait un petit moment que je suis là déjà. Mais je t'explique, attends. Non, ne t'inquiète pas. Francis, enregistré, tu pourras revoir. Hein. D'accord. Moi j'ai une question. Je n'ai pas piqué des hannetons, hein. Vas-y. Voilà. J'ai une question, Francis. Tu dis que dans le cosmos, tout est relié. Je ne dis pas, j'affirme. Ah oui, d'accord. Ne dis pas, je dis. J'affirme, on a les preuves. D'accord. Bon, ma question, c'est pas celle-là. Ma question, elle arrive. Tout est relié. Alors, ça veut dire que moi, je suis... Un cosmos qui doit être interrelié, enfin, Nadia. Oui, d'accord, mais est-ce que je peux terminer? J'ai une question toute simple à te poser qui peut même sembler un peu idiote, mais je voudrais quand même te la poser. Voilà. Si tu dis que tout est relié, ça veut dire que moi je suis relié à toi, je suis relié à la mouche, je suis relié à je sais pas moi, à une table, je suis relié en fait à tout ce qu'il y a dans l'univers.
Alors, je suis relié comment? Je suis relié par des ondes, c'est ça? Je suis relié par quoi? Oui, il y a des ondes partout. D'abord, il faut que tu comprennes que tu es désintégré et réintégré en permanence. Hein. Bon, ça, je veux bien l'accepter. Je pense qu'il y a quelque chose de… Non, pas accepter. Le cosmos se recalcule lui-même. D'accord. Le cosmos, vous savez, les philosophes anciens, Zénon et tout ça, se sont posé la question du mouvement. Ils ne comprenaient pas comment… S'ils avaient pensé que c'était une reconstruction du cosmos, ils auraient avancé quand même. Donc, autrement dit, quand une flèche avance, elle avance, elle est désintégrée, hop, elle est réintégrée un peu plus loin. L'espace est quantifié. Ah oui, au fait, quand on dit mécanique quantique, là, tu n'as pas compris que quantique, ça veut dire quantum, ça veut dire atome. On ne peut pas aller en dessous. La plus petite quantité qui existe dans l'espace, c'est ce que j'appelle le topon. On a introduit là dans le. Donc, il y a la plus petite quantité d'espace, on la connaît. Mais ce n'est pas la longueur de plan, comme ils ont cru. Hein. C'est une longueur beaucoup plus petite. Il y a Joël qui demande la parole. Non, mais je n'ai pas terminé parce que je voulais quand même, juste par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est relié pratiquement à tout. Est-ce qu'on peut être au cœur de tout? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a des phénomènes de télépathie, des phénomènes aussi des gens qui parlent de téléportation? Est-ce que ça te paraît complètement dingue, idiot? Non, les extraterrestres, ils sont là. D'abord, on a prouvé que leur existence était nécessaire. Ça, c'est prouvé dans l'article. Bon, ça, on le sait. Il y a l'ADN et il y a la musique. On sait qu'il y a des êtres intelligents qui sont partout. Et on sait aussi, forcément, dans le tas de civilisations, il y en a qui ont des milliers d'avance sur nous. Donc, eux, ils dominent cette histoire de désintégration et réintégration plus loin. Donc, oui, alors, je voudrais dire quelque chose, mais il faut que tu m'écoutes un peu parce que moi, là, par exemple, j'ai entendu un biologiste qui n'avait pas l'air d'être un idiot, hein, qui était venu avec un type qui racontait qu'il était capable d'entrer dans le corps d'un animal et de vivre les choses de l'intérieur, qu'il était capable aussi de comprendre. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était des charlatans. Hein, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose d'intéressant à découvrir. Le type disait qu'il était en capacité de savoir ce qui se passait à quelques kilomètres de là, dans tel ou tel endroit. Alors, est-ce que tout ça c'est du charlatanisme ou est-ce que ça pourrait être possible? Non. Dans l'état actuel. Parce que quand tu dis que tout est relié à tout, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose comme de cet ordre-là? C'est-à-dire être en capacité, par exemple, alors je sais pas comment, par quel phénomène, mais être en capacité d'être là et en même temps ailleurs, c'est-à-dire avoir le don d'ubiquité, quoi, d'une certaine manière. Non, il peut se passer beaucoup de choses qui apparaissent impossibles dans l'état de la science catastrophique actuelle. C'est catastrophique. Car même l'histoire du développement, vous savez, le réchauffement climatique, il n'y a même pas de consensus entre eux. À l'Académie des sciences, il y a 2 clans opposés. Mais les médias ne parlent que d'un seul clan. Hein. Donc les médias sont trompeurs. Donc on vous ment en permanence. Par exemple, pour le miracle grec, personne ne vous dit, c'était un miracle égyptien. Hein. On s'est trompé. Hein. Les Grecs ont tout copié. Les Grecs, c'était des guerriers et des commerçants. Ils ont envahi l'Égypte et là, c'est là qu'ils ont tout appris. Parce que les Égyptiens, ils arpentaient, parce qu'il y avait les crues du Nil. Le Nil, il inondait tout. Après, quand ils partaient, on ne savait plus les terrains à qui. Ils étaient obligés de faire de la géométrie très précise. Donc la géométrie a démarré en Égypte. Bon, ça, c'est une interprétation que j'ai. Bon, enfin, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains qui se réclament de la priorité culturelle de l'Afrique sur la Grèce. Il n'y a pas que moi qui le dis, puis il y en a d'autres qui parlent de ça. Voilà. Donc, autrement dit, on vous ment de partout. Et donc, la science actuelle, vous avez vu les événements avec le professeur Raoult et tout ça, là, actuellement, hein, c'est encore une preuve qu'ils font n'importe quoi au bénéfice de gros sous et toute la compagnie, hein, c'est clair. Hein. C'est ce qu'ils ont fait à Raoult, ça ne s'invente pas. Hein. Lui, il a essayé de traiter ses patients, dire hop, convoqués par les médecins de l'ordre et tout ça. Non, mais et vous êtes là, vous ne réagissez pas. Ce qu'ils ont fait à Raoult, c'est innommable. C'était le seul qui prenait les bonnes décisions. Il y a eu 2 fois ou 3 fois moins de morts à Marseille qu'à Paris, je vous signale.
C'était le seul qui avait pris des bonnes. C'est pas moi qui te dirais le contraire. Moi, je suis plutôt. J'ai senti que c'était un honnête homme. Je l'ai entendu au Sénat s'exprimer pendant plusieurs heures. C'est vraiment un honnête homme. On sent qu'il. D'ailleurs, il a commencé par dire j'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, voilà. Non, mais un gars il a un côté un peu narcissique, c'est vrai, mais. C'est comme moi, ils m'ont attaqué dans un certain sens. Personne n'a osé m'attaquer de front pour l'instant. Moi, je le plains, celui qui veut m'attaquer de front. Parce que moi, je peux Bon, écoute, en tout cas, cette idée que tout est relié dans l'univers et que nous pouvons être à l'intérieur des choses, moi, je trouve ça intéressant et ça va dans le sens de ce que j'ai pu entendre de très étrange, de très bizarre de la part de certaines personnes qui n'avaient pas l'air complètement débiles, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais. D'ailleurs, il me semble que, comment il s'appelait, Rémi Chauvin avait eu des expériences un peu dans ce genre-là. Donc, Rémi Chauvin, un exemple d'un gars bien de la biologie, parce qu'il a démonté complètement Darwin. Ah bah ouais. Bon. Bah, c'est tout ce que je voulais dire. Ça, je trouve ça intéressant, le fait de finalement, oui, cette idée. C'est intéressant, parce que moi, avant que tu arrives, j'ai fait le tour de la philosophie. Hein. J'ai montré que. Non, mais je réécouterai. Écoute, les gens avaient inventé les dieux par esprit de pré-scientifique, pour donner une cause à chaque effet. Mais après, avec le développement, il y a eu l'école épicurienne et après l'école stoïcienne. Et les stoïciens ont réintroduit, parce que les épicuriens, ils croyaient au hasard. Et les stoïciens ont éliminé le hasard, justement. Et les stoïciens, c'est eux qui ont conclu la pensée grecque. Parce que les gens disent, ouais, les Grecs, ils ont dit tout n'importe quoi. Non, ça s'est conclu par les stoïciens. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai, puisque dans le langage populaire, quand vous dites quelqu'un qui est philosophe, toi, tu es philosophe, ça veut dire, toi, tu acceptes ce qui t'arrive. Ou tu es stoïque. Ça vient de là, le terme. Donc, dans le langage populaire, le langage populaire est beaucoup plus véridique que toutes les conneries qu'on vous dit dans les bouquins de philosophie. Hein. C'était les stoïciens, si tu es stoïque, ça veut dire que tu acceptes que le cosmos dirige tout. Voilà. C'est accepter, même s'il y a des malheurs. Hein. Quand tu es stoïque, tu acceptes des malheurs. Vous avez compris? Oui. Alors donc, tu as raté ça tout à l'heure, mais tu regarderas la vidéo de Jacques, parce que moi, je me suis fait une idée un peu claire, mais là, il faut qu'on demande à Tasso, est-ce que j'ai bien raison? Oui, mais enfin bon, c'est encore un autre sujet, l'idée de on a inventé des dieux pour, etc. Non, parce que quand Nicolas comprend bien, quand Niels Bohr a dit la quantique est régie par le hasard pur, là, c'était anti-scientifique. C'était moins fort que ce que faisaient ces retours à la préhumanité encore pire. Hein. Ces retours à la barbarie, ça. Hein. Même Einstein, c'est pas de lumière, le Einstein. Même Einstein s'est opposé contre ça. Mais Einstein, avec son blocage de vitesse C, il ne pouvait pas admettre qu'il y avait une non-localité cosmique. Le pauvre gars, là, il était complètement limité. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a dit la connerie la plus monumentale, le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. C'est idiot. Si le monde est compréhensible, tu fais partie du monde, tu es dedans, donc tu comprends. Moi, maintenant, je comprends le cosmos, moi. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est incompréhensible. Tu y es, là, Nadia? Oui, moi, je te trouve très, comment dirais-je, sûr de toi. Je comprends le cosmos. Je comprends le cosmos. C'est une affirmation qui n'est pas... On a une corrélation à 10-7 entre la masse du picodon d'ADN et les masses des particules protons, hydrogène, électrons. 10-7. 10-7, c'est mieux que l'auto. Hein. Je ne sais pas si tu joues au loto, mais avec une grille normale, tu as 4 10-7 de chances de gagner. Hein. Moi, je dirais, je comprends un peu mieux le cosmos plutôt que je comprends. Parce que ça me paraît tellement. Je comprends, ça voudrait dire qu'on ait fait le tour. Et je ne pense pas que tu penses ça. Hein. C'est calculable en 3 minutes le rayon de Hubble. Combien de fois faut que je vous le dise? Ça ne s'invente pas. C'est la plus grosse découverte de l'histoire de l'humanité, ça, je vous signale. 3 minutes, ça m'a pris. Montre en main. Hein. J'ai pris les 3 constantes principales en enlevant le C, parce que je ne suis pas idiot, moi. C'est trop long. C ne peut pas être cosmique. Mais donc, ça n'explique pas tout. Quand tu montres le calcul, quand tu montres à ton copain mathématicien, il dit « Oh, mais c'est n'importe quoi ». C'est pas n'importe quoi. Ça prouve qu'il y a une liaison cosmique avec la conscience. Hein. Oui, alors là, voilà, c'est un sujet que je trouve formidable, ça, la conscience. Voilà. C'est une énigme. Est-ce que tu as fait le calcul? C'est une énigme extraordinaire. Oui. Mais bon, la conscience, c'est un truc... Parce que ce rayon de Hubble, je vous signale, je vous rappelle, hein,
c'est la mesure la plus difficile, ça fait un siècle qu'ils sont dessus. Hein. Ils n'y arrivent pas. Hein. Ils n'arrivent pas. Moi, en 3 minutes, paf. Alors, est-ce que on est où là? Est-ce qu'on n'est pas envahi par des sous qui sont sous-cultivés, ces gens-là? Vous voulez que je vous dise, les pères fondateurs, là, De Broglie et compagnie, là. Ouais, donc, en fait, la conscience, ça pourrait être un sujet très intéressant, là, l'histoire de la conscience, parce que est-ce que la conscience est une production de notre cerveau, ou est-ce que la conscience est quelque chose qui finalement est extérieur à nous, ou est-ce que c'est un peu des deux, je ne sais pas. Tu calcules le rayon de l'univers en 3 minutes. Oh. Vous êtes têtu des fois. Donc la conscience, pour toi, ça serait quelque chose qui serait extérieur à nous. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Bon. Tu le fais, tu vas dans. Faut t'acheter une calcul. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire. C'est ça. Non, mais t'oublies, Francis, qu'on n'est pas tous aussi intelligents que toi. Enfin, en tout cas, qu'on n'a pas cette capacité. Même pas. C'est du calcul, même pas niveau bac. Tu prends 3 constants, tu les indexes. Il faut une calculette scientifique aussi. Ça, attention, hein, c'est l'équivalent de la lunette de Galilée. Hein. Avec ça, vous calculez le rayon de l'univers en 3 minutes. Il y a Dominique qui voudrait parler, je crois. Je crois qu'on s'égare un petit peu là. Oui, absolument. Non, on s'égare pas. Non, on s'égare pas, puisque la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité, j'affirme que c'est ça. Ça a été occulté par personne n'a suivi, à part Dominique Végel. Mais laisse Dominique parler, Francis. Oui, allez, Francis, laisse-le parler, après tu répondras. Allez, je te réponds à tout en te disant, ne prends pas ça à la légère comme tu as fait depuis le début. Même Oya, il dit, oh, ça ne sert à rien de calculer, c'est trop grand. Non, c'est pas trop grand, c'est petit par rapport au cosmos même. C'est ridiculement petit. Tu y es là? Et ça, alors, comment que ça se fait que personne n'admet? Les gens me disent, ouais, personne ne croit tes calculs. C'est normal, parce que les gens, d'abord, comme ils se sont trompés depuis le début sur les bases, ils ne peuvent pas admettre qu'un calcul ça ils ne peuvent pas. Ils n'aiment pas la simplicité. Hein. Les scientifiques officiels n'aiment pas la simplicité. Ni les philosophes, d'ailleurs, on a vu. Très compliqué ce qu'ils racontent. Bon. Et bien, en plus, s'ils avaient admis mon calcul à l'université d'Orsay, la plus grande université d'Europe, s'ils avaient admis mon calcul, ils étaient obligés de démissionner parce qu'ils avaient basé toute leur carrière sur l'application des équations différentielles à la cosmologie, chose que Poincaré avait rejetée dès le départ. Vous voyez? Ils ont passé leur temps à faire des équations différentielles. Il fallait faire des équations intégrales. Et c'est comme ça, des équations intégrales, directement, qu'on trouve l'axopologie. Vous voyez? Donc, comme ils ne voulaient pas foutre leur carrière en l'air, ils m'ont mis dans un placard. Alors, le placard en question, bon, il n'y a que Péquer qui m'a permis de faire une conférence au Collège de France. Jeff était là, il peut témoigner. Hein. Il n'y avait pas un chat qui... Il n'y avait pas un... Une fois, j'étais au bon endroit, au moment. Il a tout vu, Jeff. Bon, Jeff, il a témoin vivant. Hein. C'est dommage que j'ai ma cassette à quelqu'un qui a mis la main dessus. Hein. C'est peut-être question, c'est peut-être quelqu'un qui l'a emmené. À un moment donné, j'ai éteint les lumières dans tout le Collège de France. Et je lui ai expliqué comment l'onde se propageait et comment le photon n'apparaissait qu'à la réception. Bon, bref, tu as oublié ça. Voilà. Bon, on va revenir à notre ami Tasso. Ah, attends, d'abord, il y a Joël. Qu'est-ce que tu veux, Joël? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il y a Dominique et Joël qui veulent parler. Par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce que tu penses du Big Bang? Ben, le Big Bang, il n'y en a plus, puisque tu as dit que le cosmos est éternel. Oh, essaye de suivre, toi. Juste t'énerve pas comme ça, là. Le Big Bang, c'est une ânerie. Francis, tu ne laisses pas parler les autres. Il faudrait quand même qu'on puisse chacun à tour de rôle prendre la parole. Il y a Dominique qui voulait parler, puis ensuite Joël. Allez, Dominique. Oui, enfin, c'est pas que je voulais parler, c'est que Francis m'a demandé d'intervenir avec le chapeau de philosophe. Alors, ce que je vais faire un petit commentaire de l'article que Francis a dû vous envoyer à tous, qui s'appelle « La déliquescence de la philosophie moderne ». Alors, je ne suis pas d'accord avec l'emploi du terme « philosophie ». Là. Pour moi, il faudrait plutôt mettre la déliquescence de la pensée moderne. Parce que c'est pas... Aujourd'hui, on distingue la science et la philosophie.
Mais il faut bien comprendre que à l'époque de Galilée, Descartes, Newton, et même jusqu'au XVIIIe siècle, le mot philosophie et le mot science voulaient dire exactement la même chose. Et alors, c'est à partir de Galilée qu'on a vu une divergence légitime, d'ailleurs, s'installer, mais c'est parti d'une intuition fausse de Galilée. Alors, Galilée, c'était le mathématicus du grand-duc de Florence. Et il a confondu précision et certitude, qui est un problème qui traîne encore aujourd'hui, enfin de façon flagrante. Hein. C'est-à-dire que Galilée a prétendu que ses conclusions, qu'il présentait comme des démonstrations, hein, avaient la certitude propre aux mathématiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une certitude en mathématiques? C'est parce que en maths, la définition des termes, la définition des êtres mathématiques, elle épuise tout ce qu'on en sait et tout ce qu'on... L'être mathématique s'épuise dans la définition qu'on en donne. C'est-à-dire, tout est dans la définition. Bon. Alors, c'est pour ça que la certitude est possible, jusqu'à un certain point. Mais en ce qui concerne la physique, donc le monde des corps réels, là, nous ne sommes pas en mathématiques. Donc la grande confusion qui est sortie de Galilée, mais dont lui-même n'avait pas conscience, hein, et Descartes, après non plus, n'a pas eu conscience, hein, c'est dès qu'on a confondu une sorte d'univers mathématique avec l'univers physique réel. Alors, ça s'est très bien vu avec Descartes. Alors, Descartes, il a inventé un monde. Francis dit, bon, on a perdu le cosmos. Alors, effectivement, on a perdu le cosmos des anciens, mais on a remplacé par un univers, mais un univers mathématisé. Donc, l'univers de Newton, justement, c'est un axe avec des ordonnées x, y, z qui s'étend jusqu'à l'infini parce que c'est un espace mathématique. Donc, Newton, il a évidemment trouvé des équations intéressantes, hein, qu'il n'est pas le seul. Je veux dire, c'est comme toujours, il y a un fond d'avancement de la science et puis il y en a un à un moment donné qui a l'intuition qui lui permet de faire vraiment avancer les choses. Mais l'espace newtonien est un espace mathématique. Ça n'est pas l'espace réel. Et évidemment, le problème, c'est que les gens n'ont pas fait cette distinction. Et l'erreur de Kant, c'est parce que lui est parti sur il s'est appuyé sur Newton. Newton était quand même la référence intellectuelle de l'époque. Hein. Je vous rappelle que Newton, d'ailleurs, est celui qui était le maître à penser derrière la constitution de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que les deux rédacteurs des constitutions, c'est Anderson et Desaguliers. Anderson, Newton était le parrain de la fille d'Anderson, et Desaguliers était celui qui mettait en scène les expériences inspirées de Newton pour la bonne société londonienne. Donc, et c'est très intéressant parce que ça se trouve facilement, hein, les constitutions d'Anderson. Alors, pas forcément l'édition, la première édition. Hein, mais moi, j'ai consulté l'édition une édition récente quand même. Mais disons qu'il y a dedans une vision du monde. Hein, et donc, c'est la vision de l'univers qui est devenue la vision dominante, en particulier parce que les gens influencés par Voltaire il écrit très bien, il a une plume enchantante, vraiment enchanteresse. Bon. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la maîtresse de Voltaire, la marquise du Châtelet, a traduit en français les Principia de Newton.
Alors, les Principia de Newton, c'est pas folichon, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est parce que Voltaire voulait absolument qu'il y ait une édition en français qui puisse être achetée très largement. Donc, ça montre bien l'importance de Newton pour la pensée européenne au XVIIIe siècle. Et évidemment, ça veut dire que cette erreur qu'avait faite Newton de ne pas bien distinguer, au moins dans les Principia, seulement il faut bien comprendre que Newton ne voulait pas publier les Principia. Aujourd'hui, tout le monde a envie de publier très vite, hein, publish or perish, etc. À l'époque, c'était le contraire. On ne publiait que quand on avait été au fond de sa réflexion. Alors, Newton, il avait le sentiment qu'il avait trouvé la loi du macrocosme, mais comme il n'avait pas trouvé la loi du microcosme, et que c'était ça qui l'intéressait, il ne publiait pas. Alors, la loi du microcosme, pour lui, c'était dans l'alchimie. Et Newton passait son temps à il montait lui-même ses fours, il passait des nuits entières à faire de l'alchimie. Hein, les manuscrits alchimiques de Newton, ça représente plusieurs milliers de pages, alors que l'œuvre scientifique de Newton, c'est quelques centaines de pages. Et en ce qui concerne les Principia, justement, Newton ne voulait pas il voulait tellement peu les publier que c'est Halley qui a dû payer l'imprimeur et corriger lui-même les épreuves. Parce que, comme Newton n'avait pas terminé ses recherches, lui, il ne voulait pas publier. Et je sais qu'il y a un étudiant anglais, il y a une quinzaine d'années, enfin, qui a fait son master de physique, justement, en repérant les erreurs de calcul dans les Principia de Newton. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que depuis 300 ans, en fait, personne ne les a lus. Et ça n'a pas empêché la marquise du Châtelet de les traduire en français. Une seconde. Bon, alors Non, tu vas continuer. Mais là, je vais te dire un truc très important. C'est que le principe d'inertie, c'est une pierre c'est un principe fondamental, le principe d'inertie. Personne d'entre vous ne peut l'expliquer simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous mal exprimé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un objet libéré à lui-même, il continue son mouvement en ligne droite. Oui, mais par rapport à quel référentiel? Ça, ils ne disent pas. Voilà. Alors, on vous dit, on apprend en classe de physique, il y a des référentiels privilégiés qui sont galiléens. Mais on ne donne pas un exemple de référentiel galiléen. On ne sait pas. Donc, le principe d'inertie, c'est une tautologie absurde. Parce qu'il n'y a pas de référentiel. Et donc, là, comme tu dis, on est dans le vague. Donc, Newton est resté dans le vague. Mais, attention, il y a du nouveau. Maintenant, on connaît notre vitesse absolue par rapport à l'espace absolu de l'univers. Autrement dit, tout est absolu maintenant, attention. Hein. Si vous fermez les yeux une demi-seconde ou une seconde, paf, vous avez fait 660 km. Par rapport au cosmos. Et comment on est défini? C'est le rayonnement de fond. Vous savez que les cosmologistes actuels accordent beaucoup d'importance au rayonnement de fond. Et c'est comme ça, par effet Doppler, ils se sont aperçus qu'il y avait un peu de rougissement d'un côté, du bleuissement de l'autre. Donc ils ont mesuré. On a maintenant notre vitesse absolue dans le référentiel absolu de Newton. Sauf qu'il n'est pas infini. C'est une autre question, mais il est très grand. Mais il faut bien comprendre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que devient la relativité? La relativité, n'oublie pas ce que je vous ai dit au début, le cosmos est hiérarchique. Donc les lois du microcosme ne sont pas forcément les mêmes que celles ou les lois locales, où il y a un temps qui dépend du mouvement des objets, ce n'est pas les mêmes lois que pour le cosmos. Dans le cosmos, il n'y a plus de relativité. Vous avez la physique galiléenne au niveau du cosmos, la physique simple. C'est pour ça qu'Henri, le mari de René, il enseignait la relativité, il a arrêté à un moment donné, il a dit c'est pas logique. C'est normal, c'est pas logique, puisqu'on ne définit pas le référentiel galiléen de base. Mais maintenant, on peut le définir par la cosmologie. Donc le cosmos répond à la question
que tu poses, donc, Dominique, en fait, il existe un espace absolu. On connaît notre vitesse par rapport à cet espace. Il est défini par le cosmos. Voilà, donc, on répond à ça, enfin, partiellement. En fait. Oui, non, mais je suis d'accord. Il faut que tu réalises que tout est absolu. Et ça va dans le sens. Relatif, ce qui est relatif, ce n'est que local. Et là, ça rejoint le principe de désintégration. Parce que si vous êtes intégré, réintégré en permanence, si vous bougez, ça décale un peu le phénomène, ça décale votre temps local. Donc on arrive à interpréter, parce que personne ne l'a fait jusqu'à présent, les équations, en fait, c'est les équations de Poincaré. Non, c'est pas Einstein. Hein. C'est Poincaré qui avait découvert la mécanique nouvelle. Je trouve que j'avais sorti le bouquin, peu importe. Bon, voilà. Oui, donc, non, mais ça va dans le sens d'ailleurs de la polémique qu'il y a eu entre Leibniz et Newton, parce que Newton considérait justement qu'il y avait un espace absolu, mais que c'était son espace mathématique, et pour Leibniz, l'espace, il n'y avait d'espace que là où il y avait des corps. Autrement dit, Leibniz avait conservé le concept de cosmos, c'est-à-dire qu'il y a l'espace est une réalité, et ce sont